Beaucoup de relations se brisent sans conflit visible, sans scène, sans mots durs. Un jour, quelque chose change. Les regards deviennent plus distants, les réponses plus courtes, la présence moins évidente. Face à ce basculement, la réaction la plus courante est de chercher une faute personnelle. On se demande ce qui a été dit de travers, ce qui aurait pu être fait autrement, à quel moment précis on aurait tout gâché. Cette recherche obsessionnelle d'une erreur rassure presque, parce qu'elle donne l'illusion que la situation est sous contrôle. Si j'ai fait quelque chose de mal, alors je peux réparer. Mais dans de nombreux cas, le problème ne se situe pas là. Ce qui provoque parfois le rejet n'est pas une faute, mais une évolution. Quand une personne commence à se respecter davantage, à poser des limites plus claires ou à ne plus se rendre disponible sans condition, elle modifie l'équilibre implicite de la relation. Cet équilibre, souvent silencieux, reposait sur des attentes non dites. Tant que tout fonctionnait selon ces attentes, la relation semblait fluide. Dès que l'un cesse d'y répondre automatiquement, une tension apparaît. Pour certains, cette tension est vécue comme une attaque, alors qu'il ne s'agit que d'un réajustement intérieur. Dans ces situations, on ne devient pas soudainement moins aimable ou moins digne d'intérêt. On devient simplement moins contrôlable. Et cette perte de contrôle peut être très déstabilisante pour ceux qui s'étaient habitués à une forme de confort relationnel. Ce malaise ne s'exprime pas toujours clairement. Il prend la forme de critiques voilées, de silences prolongés, parfois même d'une froideur difficile à comprendre. Ce n'est pas un rejet conscient dans tous les cas, mais une réaction défensive face à un changement qui dérange. Le plus délicat dans ce processus est la manière dont on l'interprète intérieurement. Face à la distance de l'autre, beaucoup concluent trop vite que leur valeur a diminué, comme si l'estime de soi devait dépendre du regard extérieur pour rester stable. Or, la valeur personnelle ne fluctue pas au rythme des attentes ou des frustrations d'autrui. Elle ne disparaît pas parce que quelqu'un se détourne. Apprendre à faire cette distinction est essentiel pour ne pas transformer un rejet relationnel en effondrement intérieur. Dans une relation équilibrée, l'évolution de l'un n'est pas vécue comme une menace, mais comme un mouvement naturel. Elle peut susciter des ajustements, parfois des incompréhensions, mais pas une hostilité larvée. Lorsque le simple fait de devenir plus aligné avec soi-même déclenche de la distance ou du rejet, cela révèle souvent une fragilité relationnelle déjà présente. Et cette fragilité ne se résout jamais en se faisant plus petit ou en renonçant à soi. Plus on tente de revenir en arrière pour rassurer l'autre, plus on s'éloigne de sa propre stabilité intérieure. Quand cette distance s'installe, beaucoup de personnes entrent dans une phase de suradaptation. Elles donnent plus, expliquent davantage, justifient ce qui n'a pas besoin de l'être. Elles tentent de recréer le lien par l'effort, pensant que l'intensité finira par réveiller l'intérêt, mais ce mouvement produit souvent l'effet inverse. Plus on se rapproche d'une personne qui se retire, plus on renforce inconsciemment un déséquilibre. On place alors son énergie, son temps et parfois son estime de soi dans une relation qui ne répond plus de manière équivalente. Il est important de comprendre que l'intérêt authentique ne se manifeste pas par des promesses floues ou des paroles rassurantes sans suite. Il se reconnaît à la cohérence. Quand quelqu'un souhaite réellement être présent, cela se voit sans avoir besoin d'interpréter. Il n'y a pas de message contradictoire, pas d'effort à deviner, pas d'absence à excuser. La présence est simple, constante, parfois discrète, mais toujours lisible. À l'inverse, lorsque les mots ne sont pas suivis d'actes, le malaise intérieur que l'on ressent n'est pas une exagération, c'est une information. Beaucoup préfèrent ignorer cette information parce qu'elle oblige à renoncer à une attente. On se raconte alors des histoires rassurantes. Peut être qu'il est occupé, peut être qu'elle traverse une période compliquée, peut être que cela ira mieux plus tard.
Ces hypothèses permettent de maintenir l'espoir, mais elles prolongent aussi une forme d'auto-illusion. Car lorsque l'intérêt est réel, même dans le chaos, il trouve toujours une manière de se manifester. Parfois brièvement, parfois imparfaitement, mais il se manifeste. Ce qui fait le plus mal dans ces situations, c'est pas tant le rejet que la confusion. Ne pas savoir où l'on se situe, ne pas comprendre ce que l'on représente réellement pour l'autre, cette incertitude use profondément, elle maintient dans un état d'attente permanente, comme si quelque chose devait encore se produire pour que la relation prenne enfin sa vraie forme. Mais une relation qui a besoin d'être sans cesse clarifiée est souvent une relation qui n'est déjà plus alignée. Il devient alors essentiel de déplacer la question. Au lieu de se demander pourquoi l'autre agit ainsi, il est plus juste de s'interroger sur ce que cette dynamique provoque en soi. Est-ce que cette relation apporte de la tranquillité ou de la tension, de la sécurité ou du doute, de la clarté ou de la confusion? Ces réponses sont rarement agréables à regarder en face, mais elles sont précieuses. Elles indiquent si l'on est en train de construire quelque chose ou simplement de s'épuiser à maintenir un lien qui ne tient plus que par l'effort d'un seul. À ce stade, beaucoup commencent à confondre insistance et attachement. Ils pensent que persévérer est une preuve d'amour, que rester malgré le doute montre une forme de loyauté émotionnelle. Cette idée est profondément ancrée dans notre culture affective. On valorise la lutte, l'effort, la capacité à ne pas abandonner. Pourtant, dans les relations, cette logique devient rapidement destructrice lorsqu'elle n'est pas partagée. Insister là où il n'y a plus d'élan réciproque ne renforce pas le lien, cela fragilise celui qui insiste. Lorsqu'une relation devient un espace où l'on doit constamment prouver sa valeur, expliquer sa présence ou négocier l'attention, quelque chose d'essentiel s'est déjà perdu. Le lien n'est plus un lieu de sécurité, mais un terrain d'évaluation permanente. Cette dynamique crée une fatigue émotionnelle sourde. On se surveille, on s'adapte, on anticipe les réactions de l'autre, jusqu'à parfois ne plus savoir ce que l'on ressent réellement. On reste parce qu'on espère, mais on s'épuise en silence. Il est alors nécessaire de comprendre une vérité difficile à accepter, et ce qui est authentique n'a pas besoin d'être poursuivi, et ce qui tient vraiment trouve naturellement sa place. Lorsqu'un lien existe, il ne demande pas d'être constamment relancé pour survivre, il respire par lui-même. À l'inverse, ce qui se dérobe malgré les efforts n'est pas un défi à relever, mais un signal à entendre. Donc, refuser d'écouter ce signal revient souvent à se détourner de soi. Beaucoup vivent cette prise de conscience comme une perte. Arrêter de courir derrière quelqu'un donne l'impression de renoncer, de fermer une porte, mais en réalité, c'est souvent un retour vers soi. On cesse de gaspiller son énergie dans une attente incertaine et on la récupère pour des aspects de sa vie qui ont été négligés, et cette réorientation intérieure est rarement immédiate. Elle passe par une phase de vide, parfois de tristesse, mais elle ouvre aussi un espace nouveau, plus calme, plus juste. Ce moment de retrait n'est pas un acte de froideur, c'est un acte de lucidité. Reconnaître qu'une personne n'est pas aussi engagée que soi ne signifie pas qu'elle est mauvaise ou indifférente. Cela signifie simplement que le niveau d'implication n'est pas le même. Accepter cette réalité permet de sortir d'une relation où l'on est toléré sans être véritablement choisi. Et c'est précisément à partir de cette acceptation que la dignité personnelle se reconstruit lentement mais solidement, que se retirer d'une relation déséquilibrée provoque souvent une résistance intérieure. On a l'impression de perdre quelque chose d'important, parfois même une partie de soi.
En réalité, ce qui fait le plus mal n'est pas la personne que l'on laisse derrière, mais l'image que l'on avait construite autour de cette relation. On ne lâche pas seulement un lien, on lâche un scénario, une projection, une histoire dans laquelle on s'était déjà engagé émotionnellement. Cette distinction est essentielle car elle permet de comprendre pourquoi le détachement est si douloureux, même lorsque la relation ne nourrit plus. Le cerveau humain a une tendance très forte à s'accrocher à ce qui est familier, même lorsque cela fait souffrir. L'incertitude d'une situation connue paraît parfois plus supportable que le vide d'un renoncement. C'est ainsi que l'on reste dans des dynamiques où l'on attend des signes, des réponses, des gestes qui ne viennent pas, confond alors patience et auto-illusion. On se dit que le temps arrangera les choses, alors que le temps ne fait souvent que rendre plus visible ce qui était déjà là. Le détachement commence au moment où l'on cesse de négocier avec la réalité, quand on accepte de regarder les faits tels qu'ils sont, sans les adoucir, sans les interpréter à son avantage. Cela ne signifie pas devenir dur ou cynique, mais devenir honnête avec soi-même. Si une relation génère plus d'angoisse que de paix, plus de doute que de clarté, il est légitime de se demander si elle mérite encore l'énergie que l'on y investit. Cette question n'est pas une condamnation de l'autre, c'est un acte de responsabilité personnelle. Beaucoup craignent que se détacher revienne à devenir froid ou indifférent. Or, le détachement sain n'est pas une fermeture émotionnelle. C'est une mise à distance qui protège. Il permet de continuer à ressentir sans se laisser envahir, d'aimer sans se perdre. Poser cette distance, c'est réaffirmer une frontière intérieure. On cesse de se définir à travers le désir ou l'attention de l'autre. On revient à une base plus stable où l'estime de soi n'est plus suspendue à une réponse, un message ou un geste attendu. Ce processus demande du temps et de la constance. Il ne suffit pas de décider intellectuellement de se détacher. Il faut que cette décision soit soutenue par des actions concrètes. Réduire les contacts inutiles, arrêter de surveiller les signes, accepter le silence lorsqu'il se présente. Chaque petit pas dans cette direction renforce une chose essentielle, la confiance en sa capacité à se respecter. Et c'est souvent à partir de ce moment-là que quelque chose change profondément, non pas chez l'autre, mais en soi. À mesure que cette distance intérieure s'installe, un phénomène discret mais puissant apparaît, le bruit émotionnel diminue. Il y a moins d'anticipation, moins de calcul, moins de tension liée à l'attente. Ce silence peut d'abord être déstabilisant parce qu'il laisse apparaître un vide, mais ce vide n'est pas une absence au sens négatif. C'est un espace libéré. Un espace où on recommence à sentir ce qui se passe réellement en soi sans le filtre permanent du regard de l'autre. Beaucoup découvrent alors à quel point ils avaient normalisé des situations inconfortables. Attendre des réponses, tolérer des absences répétées, minimiser des incohérences, tout cela avait été intégré comme faisant partie du lien. Avec le recul, ces éléments apparaissent pour ce qu'ils sont vraiment, des signaux ignorés, non pas parce qu'ils étaient invisibles, mais parce qu'il était trop coûteux émotionnellement de les reconnaître. Voir clair demande du courage, car la clarté oblige à faire des choix. Ce moment de lucidité redonne paradoxalement du pouvoir. Non pas un pouvoir sur l'autre, mais un pouvoir sur sa propre trajectoire émotionnelle. On comprend que l'on n'a jamais eu à convaincre qui que ce soit de sa valeur. On réalise que le besoin de prouver, de séduire à tout prix ou de maintenir un lien à sens unique n'était pas une preuve d'amour, mais une tentative de combler une insécurité. Cette prise de conscience ne juge pas, elle éclaire. Lorsque l'on cesse de courir après l'attention, on devient plus présent à sa propre vie
l'énergie jusque-là dispersée revient naturellement vers ce qui nourrit vraiment. Les relations existantes gagnent en qualité, les projets personnels reprennent de la place, le rapport à soi devient plus stable. Ce recentrage n'est pas une fermeture au monde. Au contraire, il permet de rencontrer les autres à partir d'un endroit plus juste, sans attente excessive, sans dépendance implicite. C'est souvent à ce stade que l'on observe un changement inattendu. Certaines personnes, autrefois distantes, réagissent à cette nouvelle posture, non pas parce que l'on a disparu, mais parce que l'on ne force plus le lien. Cette réaction n'est pas un objectif à atteindre, ni une preuve de réussite. Elle est simplement la conséquence naturelle d'un déplacement intérieur et que cette réaction se produise ou non, l'essentiel reste ailleurs. La stabilité retrouvée ne dépend plus de la réponse de l'autre, mais de l'alignement avec soi-même. Ce recentrage permet aussi de regarder les relations avec un filtre différent. On ne cherche plus à être choisi à tout prix, on observe, on écoute les actes plus que les paroles. On remarque qui est présent sans qu'on ait besoin de le solliciter, qui respecte les silences, qui tient compte de nos limites sans les discuter. Cette capacité d'observation marque un tournant important. Elle indique que l'on ne se place plus dans une position de demande, mais dans une position de discernement. Beaucoup réalisent alors que certaines relations tenaient surtout grâce à leur propre effort. Quand cet effort cesse, le lien s'effondre ou se transforme radicalement. Cette découverte peut être douloureuse, mais elle est aussi profondément libératrice. Elle montre que ce qui disparaît, sans être alimenté artificiellement, n'était pas fondé sur une réciprocité réelle. Et inversement, ce qui reste, ce qui s'ajuste naturellement à cette nouvelle posture, mérite une attention différente. À ce stade, une idée essentielle s'impose progressivement. Le respect ne se négocie pas, il se constate. Lorsqu'une relation oblige à se justifier en permanence, à réduire ses besoins ou à accepter l'inconfort comme condition de présence, quelque chose d'essentiel est déjà compromis. Reconnaître cela n'est pas un échec affectif, c'est un signe de maturité émotionnelle. On comprend que l'amour, sous toutes ses formes, ne peut s'épanouir que dans un espace où chacun se sent libre et reconnu. Ce changement intérieur modifie aussi la manière dont on perçoit le rejet. Il n'est plus vécu comme une attaque personnelle, mais comme une information relationnelle. Il indique une incompatibilité de rythme, de besoin ou de disponibilité émotionnelle. Cette lecture apaise et elle permet de sortir de la spirale des interprétations et des scénarios imaginaires. On cesse de chercher une explication définitive à chaque comportement et on accepte que certaines personnes ne puissent pas ou ne veuillent pas s'engager de la même manière. Avec le temps, cette posture crée une forme de solidité tranquille. On devient moins réactif, moins dépendant des signes extérieurs. On sait ce que l'on est prêt à offrir et ce que l'on n'est plus disposé à tolérer. Cette clarté n'est pas rigide, elle est souple, ajustable, mais ferme sur l'essentiel, elle protège sans fermer. Elle permet de rester ouvert tout en étant ancré. Et c'est précisément cette combinaison qui constitue une véritable protection émotionnelle. Avec cette solidité intérieure, une autre transformation s'opère. La peur de perdre l'autre perd de son emprise, non pas parce que l'on devient indifférent, mais parce que l'on comprend que se perdre soi-même serait un coût bien plus élevé. Cette compréhension change profondément la manière d'aimer. On n'aime plus dans l'attention, mais dans le choix. On n'avance plus avec l'angoisse d'être abandonné, mais avec la conscience que toute relation est une rencontre libre, jamais une garantie. Beaucoup découvrent, alors que ce qu'ils appelaient rejet était parfois simplement une fin de cycle. Toutes les relations ne sont pas faites pour durer indéfiniment.
Certaines existent pour accompagner une période précise de la vie, puis se transforment ou s'éteignent naturellement. Reconnaître cela permet de sortir d'une vision dramatique de la séparation, ce qui se termine n'annule pas ce qui a été vécu. Cela signifie simplement que la relation ne correspond plus à ce que l'on est devenu. Accepter la fin d'un lien demande une forme de confiance rarement enseignée. Confiance dans sa capacité à traverser l'inconfort, confiance dans le fait que la vie ne se referme pas lorsqu'une porte se ferme. Cette confiance ne repose pas sur des certitudes extérieures, mais sur une alliance intérieure. Eh bien, on sait que l'on peut continuer à avancer sans se trahir, sans s'endurcir, sans renoncer à sa sensibilité. C'est une force discrète, mais profonde. Cette posture apaise également le rapport au contrôle. On cesse de vouloir comprendre chaque silence, chaque distance, chaque hésitation. On accepte de ne pas tout maîtriser. Cette acceptation n'est pas une résignation, mais une lucidité. Elle libère une énergie considérable. Au lieu de la consacrer à surveiller, interpréter ou anticiper, on l'investit dans ce qui nourrit réellement. Le présent devient plus habitable, moins chargé de projections anxieuses. Progressivement, cette manière d'être attire des relations différentes, non pas par calcul, mais par cohérence. Lorsque l'on n'est plus dans la demande, on rencontre plus facilement ceux qui sont disponibles. Lorsque l'on ne force plus, on reconnaît plus vite ce qui est fluide. Et même si toutes les rencontres ne deviennent pas des relations durables, elles s'inscrivent dans un climat plus respectueux, plus simple, plus vrai. C'est souvent à ce moment-là que l'on comprend que la protection la plus efficace n'est pas l'armure, mais la clarté intérieure. Au fond, se protéger émotionnellement ne consiste pas à ériger des murs, mais à cultiver une relation honnête avec soi-même. Lorsque l'on cesse de chercher à être validé à l'extérieur, quelque chose se stabilise à l'intérieur. On n'a plus besoin de convaincre, de prouver ou de séduire pour mériter une place. Cette sécurité intérieure devient un point d'ancrage. Elle permet de traverser les fluctuations relationnelles sans s'effondrer à chaque mouvement de l'autre. Cette protection repose sur une idée simple mais exigeante: ne jamais se trahir pour être aimé. Chaque fois que l'on accepte une situation qui nie ses besoins fondamentaux, on envoie un message intérieur destructeur. À l'inverse, chaque fois que l'on choisit de se respecter, même si cela implique une perte relationnelle, eh bien, on renforce une alliance durable avec soi-même. Cette alliance est ce qui permet de rester ouvert sans devenir vulnérable de manière excessive. Il est important de comprendre que le rejet, aussi douloureux soit-il, n'est pas toujours une condamnation. Il peut être une réorientation. Il indique parfois que l'on n'est plus au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment. Lorsqu'on accepte cette lecture, le rejet perd son pouvoir corrosif. Il cesse d'être une blessure identitaire pour devenir une information de parcours, et cette information, lorsqu'elle est accueillie avec lucidité, permet d'avancer plus librement. À partir de là, les relations cessent d'être des enjeux de survie affective. Elles deviennent des espaces de partage, de croissance et de résonance. On ne cherche plus à remplir un vide, mais à rencontrer depuis un espace déjà habité. Cette posture transforme profondément la qualité des liens. Elle filtre naturellement ce qui ne peut pas suivre et laisse émerger ce qui est réellement compatible, sans bruit, sans drame, sans effort excessif. Finalement, comprendre pourquoi certaines personnes en viennent à se détourner ou à rejeter permet surtout de comprendre une chose essentielle. La paix intérieure ne dépend jamais de l'approbation d'autrui. Elle naît de la cohérence entre ce que l'on ressent, ce que l'on accepte et ce que l'on choisit de vivre. Lorsque cette cohérence est là, la protection n'est plus une stratégie mais une conséquence naturelle.
Et dans cet espace, les relations qui restent sont celles qui n'ont jamais eu besoin d'être forcées pour exister. Et il y a aussi une illusion très répandue autour de la protection émotionnelle. Beaucoup pensent qu'il faut devenir plus dur, plus distant, moins impliqué pour ne plus souffrir. Et en réalité, cette stratégie crée surtout de nouvelles formes de solitude. Se protéger ne signifie pas se couper. Cela signifie apprendre à choisir. Choisir à qui l'on ouvre son espace intérieur, à qui l'on offre son temps, son écoute, sa vulnérabilité. Cette capacité de sélection est rarement enseignée, alors qu'elle est centrale dans l'équilibre psychique. Lorsque l'on manque de cette clarté, on a tendance à tout mélanger. On donne trop vite, trop fort, trop longtemps à des personnes qui ne sont pas en mesure de recevoir de la même manière. Puis on interprète leur retrait comme une preuve de rejet, alors qu'il s'agit souvent d'un décalage de disponibilité émotionnelle. Comprendre cela permet de sortir d'une logique binaire où l'on se vit soit comme abandonné, soit comme insuffisant. La réalité est souvent plus nuancée, mais cette nuance demande une maturité intérieure pour être acceptée. Et cette maturité se construit avec l'expérience, mais aussi avec l'observation de ses propres schémas. Certains répètent inconsciemment les mêmes dynamiques relationnelles, attirés par des profils peu disponibles, critiques ou distants, non pas par masochisme, mais par familiarité émotionnelle. Ce qui est connu rassure, même lorsqu'il fait souffrir. Prendre conscience de ces répétitions n'est pas une accusation contre soi-même, c'est une opportunité de transformation. Car ce que l'on voit clairement cesse peu à peu de nous gouverner à partir du moment où l'on identifie ces mécanismes, une responsabilité nouvelle apparaît, non pas la responsabilité de changer l'autre, mais celle de modifier sa manière d'entrer en relation. Cela implique parfois de ralentir, d'observer avant de s'investir, de ne plus confondre intensité et profondeur. Une relation saine ne se reconnaît pas à l'urgence qu'elle crée, mais à la stabilité qu'elle permet. Elle n'exige pas d'être constamment rassurée sur sa place. Elle s'inscrit dans la durée sans effort excessif. Ce travail intérieur transforme profondément la façon dont on vit les réactions négatives des autres. Lorsqu'une personne critique se ferme ou s'éloigne, on ne se précipite plus pour réparer ou se justifier, on prend le temps d'évaluer. Est-ce une difficulté passagère ou l'expression d'une incompatibilité plus profonde? Cette pause intérieure change tout. Elle empêche les décisions impulsives, protège de la suradaptation et renforce la confiance en son propre jugement. Au fil du temps, cette posture crée une relation plus apaisée avec l'incertitude. On accepte que tout lien comporte une part de risque sans chercher à l'éliminer à tout prix. On comprend que l'attachement sain n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à rester fidèle à soi-même malgré cette peur. Et c'est précisément cette fidélité intérieure qui rend les relations plus simples, plus claires, plus respectueuses. Non pas parce que les autres changent, mais parce que l'on ne se perd plus dans le regard qu'ils portent sur nous avec le temps. Une autre compréhension s'impose souvent de manière très calme. Ce qui fait le plus souffrir dans le rejet n'est pas l'autre en soi, mais la rupture entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Lorsque cet écart devient trop grand, l'esprit tente de le combler par des explications, des espoirs ou des justifications. Mais aucune explication ne peut remplacer une réalité simple. Une relation équilibrée ne demande pas de se battre pour exister. Elle s'inscrit naturellement dans le quotidien, sans tension constante. Beaucoup de personnes vivent longtemps avec l'idée qu'elles doivent mériter l'attention, prouver leur importance ou démontrer leur valeur pour être choisies. Cette croyance est rarement consciente, mais elle guide de nombreux comportements. Elle pousse à tolérer l'inacceptable, à rester là où l'on n'est qu'à moitié accueilli, à confondre patience et effacement. Remettre cette croyance en question est un tournant majeur.
car la valeur personnelle n'augmente pas avec l'effort fourni pour être aimé, elle existe indépendamment de la reconnaissance reçue. Lorsque cette idée s'intègre réellement, quelque chose se détend à l'intérieur. On ne vit plus chaque interaction comme un test. On ne cherche plus à interpréter chaque geste comme un signe d'approbation ou de rejet. Cette détente intérieure rend les relations plus fluides, mais surtout plus justes. On devient capable de dire oui sans se forcer et non sans se sentir coupable. Cette capacité est une forme de liberté psychique rarement valorisée, mais profondément réparatrice. À ce stade, la protection émotionnelle ne ressemble plus à une stratégie consciente. Elle devient une posture. On n'entre plus dans des dynamiques où l'on doit se suradapter pour être accepté. On reconnaît plus vite ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas. Et lorsque quelque chose ne l'est pas, on n'insiste plus. Non par orgueil, mais par respect de soi. Cette simplicité change radicalement la manière dont on traverse les relations difficiles ou les séparations. Il devient également plus facile de distinguer solitude et isolement. La solitude choisie, celle qui permet de se retrouver, de se recentrer, n'est plus vécue comme un manque. Elle devient un espace de régulation. À l'inverse, rester dans une relation où l'on se sent invisible crée un isolement bien plus douloureux. En comprendre cette différence aide à ne plus fuir le vide à tout prix. On accepte des moments de retrait, sachant qu'ils sont temporaires et souvent nécessaires. Progressivement, cette façon d'être modifie la qualité de présence que l'on apporte aux autres. On écoute mieux, parce qu'on n'est plus obsédé par sa propre place, on partage plus librement, parce qu'on n'attend plus une contrepartie immédiate. Cette disponibilité tranquille est perceptible. Elle ne cherche pas à séduire, mais elle rassure. Elle crée des liens qui reposent moins sur le besoin et davantage sur le choix. Et ce sont précisément ces liens-là qui résistent le mieux au temps et au changement. Au terme de ce chemin, une évidence s'impose sans bruit. Ce qui protège réellement n'est ni le contrôle, ni la distance excessive, ni la peur d'aimer. Ce qui protège, c'est la cohérence intérieure. Lorsque ce que l'on ressent, ce que l'on accepte et ce que l'on choisit cesse d'être en contradiction, la relation à l'autre change naturellement. On ne cherche plus à se faire aimer à n'importe quel prix parce que l'on a cessé de se perdre soi-même en chemin. Cette cohérence permet d'accueillir les relations sans les charger d'attentes irréalistes. On comprend que l'autre n'est pas là pour combler un vide, mais pour partager un espace déjà vivant. À partir de là, le rejet, s'il survient, ne détruit plus, il informe. Il indique simplement que le lien n'est pas aligné, que les rythmes diffèrent, que les disponibilités émotionnelles ne se rencontrent pas. Cette lecture apaise profondément parce qu'elle remet chaque chose à sa juste place. Vivre ainsi ne garantit pas l'absence de douleur, mais cela évite une souffrance inutile. On n'ajoute plus de la honte à la tristesse, ni de la culpabilité à la déception. On traverse les pertes avec plus de dignité parce qu'on ne les confond plus avec une remise en question de sa valeur. On sait que certaines personnes s'éloignent non pas parce que l'on est devenu moins aimable, mais parce que l'on est devenu plus fidèle à soi-même. Et c'est souvent à cet endroit précis que quelque chose se stabilise durablement. Les relations qui restent sont plus simples, plus claires, moins chargées d'enjeux. Elles ne demandent pas d'efforts constants pour exister. Elles s'inscrivent dans la continuité, sans tension permanente. Ce sont des liens choisis, non retenus, des liens où l'on peut être présent sans se surveiller, donner sans se vider, recevoir sans se sentir redevable. Finalement, se protéger émotionnellement, c'est apprendre à rester ouvert sans se trahir. C'est accepter que tout ne dure pas, sans pour autant se fermer à ce qui peut naître. C'est avancer avec cette certitude tranquille que l'on n'a rien à prouver pour mériter une place.
Lorsque cette certitude est là, le regard des autres perd son pouvoir excessif et ce qui s'installe à la place, c'est une paix discrète mais solide, celle de quelqu'un qui sait où il se tient, même lorsque l'autre s'éloigne.